Le plateau de Club Sport Santé est tout honoré de vous accueillir encore une fois et de vous savoir également nombreux pour suivre l'actualité sportive sur notre antenne. Nous parlons aujourd'hui de football, mais football, la version petit poteau avec le tournoi Zemoz. C'est une particularité, sinon une curiosité aujourd'hui. On va savoir de quoi il s'agit avec le promoteur qui est avec nous en plateau. On parle également de la D1 féminine de football avec le déroulé de la 7e journée. Tout le calendrier, les matchs prévus mercredi, jeudi et vendredi. Et nous terminons avec les prestations des clubs togolais à la Coupe CAF ou encore à la Champions League. ASCO qui revient avec nul, la SCK qui fait nul également à la maison. Qu'est-ce à dire là-dessus avant la manche retour dès la fin de semaine à venir? Voilà pour le menu du jour. Merci encore une fois d'être des nôtres. On se dit tout de suite la première fenêtre de cette émission. Nous parlons bien sûr de foot pour commencer cette émission. Parlons du tournoi Zemoz. Bien avant de parler avec le promoteur, nous sommes avec Dela Ité. Bonjour cher Dela et encore une fois bienvenue sur ce plateau. Bonjour Angelo, bonjour aux inconditionnels de cette émission. Angelo, je vais bien, en forme. Ah oui, hein. Tout va bien. Lundi, mardi, mercredi, la semaine va bien pour vous. Ça va. Ça va bien. Merci beaucoup d'être présent. Nous avons également sur ce plateau Hubert Apano. Bonjour Hubert. Bonjour Monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien. Très bien. Très bien. Peut-être beaucoup ne vous connaissent pas, ou, voilà, mais oui. Parce que vous êtes un homme très discret. Oui. Mais voilà, vous êtes le promoteur du tournoi de foot petit poteau Zemoz. Effectivement. Effectivement. Alors d'abord, comment vous portez-vous? Je vais très bien. Je vais très bien. C'est la forme. On a fini, donc maintenant, bon, on n'a pas vraiment fini, mais on a fait le plus difficile est fait. Oui. Et derrière nous, donc maintenant on se projette sur l'avenir. les Sinon, autres dans choses à quelques faire. mois, encore une fois. C'est ça. Parlons, ça fait quoi? Exactement. Combien de mois de compétition déjà? Ça fait 4 mois. 4 on a mois. commencé depuis C'est le pas 4 petit, mai. hein. Ouais. Depuis le 4 mai Oui. que c'est Le lancé. 4 mai que c'est L'apothéose le dimanche dernier. C'est ça. Alors, exactement. on va parler justement de cette compétition-là pour rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi exactement? Allons un peu plus en profondeur de la genèse à aujourd'hui. Donc, pour aller de la genèse à aujourd'hui, je pense que c'est un tournoi de football de rue, comme on le dit habituellement. Un football petit poteau, comme ça s'appelle. Donc, on a commencé en 2022, juste après la période post-Covid, dès qu'on a vu la possibilité de rassembler encore des gens. Donc l'idée de la création de la compétition était plutôt de rassembler encore les gens une fois, après cette période où tout le monde était chez lui à la maison et tout. Donc on a commencé comme un coup d'essai avec la première édition. Et on a vu l'engouement que ça a suscité. Les gens sont sortis massivement pour regarder d'autres personnes jouer, s'amuser, etc., etc. Et je me suis dit pourquoi pas pérenniser cet événement et en faire un événement annuel qui rassemblera des gens, dans lequel on ajoutera des innovations d'année en année pour que ça puisse garder une touche de particularité, d'originalité et pour que ça puisse attirer et des annonceurs et des personnes curieuses de voir le petit poteau à un autre niveau. C'était l'objectif au début et je pense que ça fait 3 ans que nous avons commencé. Nous sommes sur une axe montante et j'espère qu'on pourra garder ça. Beaucoup ont l'habitude de faire du copier-coller en ce qui concerne ce que la majorité fait. Mais vous, voilà, d'abord vous jouez au petit poteau, très souvent dans le quartier. Oui, bien sûr. Chez vous, bien sûr. Dès qu'il y a la possibilité. Dès qu'il y a la possibilité. On trace la maison, et ça joue. Mais vous, justement, pourquoi avoir voulu forcément rester dans ce carnaval-là? Est-ce que vous avez des arguments qui sous-tendent, bien sûr, cette thématique-là? Oui, bien sûr. Après la première, surtout après la deuxième édition, il y a beaucoup qui ont voulu qu'on passe à ce qui se fait habituellement, les tournois de grand poteau. Mais moi, je me suis dit, on a un championnat, on a des tournois qui sont là, de grands poteaux. Donc, s'il faut faire quelque chose, moi, je préfère garder ce qui se fait habituellement dans les rues. Chaque vacances, oui. il y a... Là, on est en train de voir des équipes. Regardez comment ils sont très bien habillés. C'est ça. Le public qui est là, la ferveur et tout ce qui va avec. C'est du... Ça dépasse un tout petit peu l'entendement, ce qu'on espérait.
Mais il faut dire que la communication qu'on a mis autour Oui. et tout ce qu'on a mis dans cet événement de Petit Poteau Exact. a fait que ça a pu réunir et des grands noms niveau spectateurs, Oui. aussi que des grands joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fini le championnat de première division, qui sont venus là-bas un peu pour garder la forme. Exact. Et je pense que ça a été tout bénéfique pour tout le monde, Oui. et pour les spectateurs, et pour nous qui sommes organisateurs. Donc, pour pouvoir avoir ces personnes, ces joueurs surtout venir jouer au Petit Poteau, il faut leur sécuriser, ou bien il faut mettre en place beaucoup de choses Oui. pour que ces joueurs se sentent déjà en sécurité, protégés, Oui. et savoir qu'ils sont venus jouer au football de rue, bien sûr, mais un football de rue moderne, si je peux Exactement, dire, avec tout exactement. ce qu'on met dans le plat. Parce Oui. que le constat est que depuis que moi je regarde du Petit Poteau et que je joue du Petit Poteau, Oui. souvent les compétitions ne vont pas à terme. D'accord. Parce qu'il y a de la bagarre, Exact. il y a des Il y gens a trop qui- d'enjeux. et Voilà, il y a les gens qui Le manque de partent. fair play. C'est ça, les gens qui partent avec les poteaux parce que l'arbitre a sifflé une faute qui ne devrait pas, qui a sifflé un penalty qui ne devrait pas, il a accordé un but qui n'était pas rentré. Donc à ça, nous on a finalement trouvé une solution. Oui. On a imité ce qui se fait en Europe. En matière d'innovation, si vous permettez, regardez par exemple ce plan-là. Oui. Ça, c'est le plan drone. Hein. Oui, Waouh, c'est ça. c'est extraordinaire, ça. Voilà, il y avait plus de 3500 C'est rare de personnes. voir ça au foot à 11. Hein. Oui. Mais là, ce que vous Ouais. faites, c'est vraiment innovant. C'est ça. Waouh. Il y avait du beau monde, beaucoup de personnes la dernière Continuez fois. sur votre Et je analyse. disais que pour solutionner ça, nous, on a importé la VAR, ce qui se fait actuellement en Europe, Exact. et seulement dans les pays subsahariens, Oui. africains. Donc, on a essayé de mettre en place une sorte de VAR l'année dernière, et cette année, on a perfectionné cela. Et ce qui a solutionné beaucoup de choses, parce qu'au début, quand les gens le regardaient, c'était pour rigoler. Exactement. Ils s'en Oui, mais moquaient c'est pour pas dire possible, quoi. Petit qu'est-ce poteau que avec voilà, VAR. vous jouez dans le sable, vous jouez pas encore sur le gazon, mais vous amenez la VAR. J'ai dit, bah, c'est le terrain là, que ce soit le sable ou bien que ce soit le gazon, on va jouer au foot dessus. Mais la VAR, c'est concret, c'est quelque chose pour solutionner des problèmes. D'accord. Et avec la VAR, quand la balle rentre et que les défenseurs protestent que c'est pas rentré, Oui. on a la possibilité de venir regarder. Exactement. Et c'est ce qu'on fait. Oui. Quand la ballon balle touche touche la la main, main, voilà. et que le cagiste dit que ça n'a pas touché la main, on a la possibilité de revenir Wow. sur l'action. Et les arbitres regardent, et ça a pu solutionner beaucoup de problèmes cette année. Et je pense que c'est ça qui aussi donne le charme Mhm. à cette compétition. Ce qui fait que Exactement. les gens viennent regarder, ils savent qu'ils vont pas courir les queues entre les jambes. Oui. À un moment donné, quand les gens vont se fâcher, ils vont dire non. Voilà, les gens se fâchent, mais ils savent qu'il y a une solution qui est à côté, qui fait que les gens ne débordent jamais, quoi. Exactement. Le tournoi Foot Zemos, on continue d'en parler. Dès là, vous y étiez la dernière fois pour regarder un peu tout ce qu'il y a. Le football, Petit Poteau de quartier de rue, qui est mis à l'honneur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est une particularité vraiment intéressante. Hein. Oui, je félicite d'ailleurs le promoteur, ce slogan qui dit le football réunit le peuple. Oui. Et j'avais vu un résumé parfait l'autre fois à Tocoin, qui a rassemblé beaucoup de personnes autour de ce ballon rond. Oui. Et tenez-vous bien, ces petits poteaux. Parfois, si vous sillonnez un peu Lomé, c'est les tournois de grands poteaux, un peu par là, un peu par ici. Oui. Mais il a essayé d'innover en organisant un tournoi de petits poteaux, C'est ça. histoire d'amener certains joueurs à ce tournoi-là. Et Angelo, il a certains joueurs aussi qui sont au Togo, qui jouent uniquement que du petit Le poteau. petit poteau, Oui, ça c'est vrai. quand C'est tu les- que leur particularité. oui, c'est leur particularité. Quand vous le mettez dans le lot d'un tournoi de grands poteaux, il n'arrive pas Compliqué. oui, à jouer. Donc, ils se sentent à l'aise Oui. dans ce tournoi-là. Donc, j'ai vu un monde fou qui est venu Exactement. avec des sponsors aussi qui ont accompagné Oui. ce projet et des imminentes personnalités chez Yadi Bayor, Bien sûr. Massajas, Le groupe des Toufan, groupes Toufan et Tony X. Tony X. Il y avait même notre DG, le président, le patron de SOS Dr. Thierry, Ah. le professeur Michel Kodom, qui était là également. Donc, Ça veut dire qu'il aime également la chose. Hein. oui, il a adhéré tout simplement le projet, l'initiative de notre jeune frère. C'est le moment d'encourager ces promoteurs qui Exactement. ne ménagent aucun effort pour la réussite, Ouais. pour amener la jeunesse togolaise autour d'un ballon rond, amener la jeunesse à s'occuper de quelques activités dans ces périodes de vacances et permettre à ces joueurs de la D1, de la D2, de se mettre
mettre en jambe avant le Exactement. début des différents championnats. Exactement. Toujours relatif à cette compétition-là, aujourd'hui, vous reconnaissez que tout doucement, vous montez les escaliers, il y a une évolution dans l'organisation. Hubert Apalo. Bien sûr. Ça se voit à l'œil nu, si vous me le permettez. Oui. Il y a de l'évolution et de l'évolution concrète depuis la première édition. Tout ce qu'on a mis dans tous les aspects. D'accord. On va y aller case par case, voilà, pour parler par exemple des équipes participantes. Lors de la première édition, c'était combien? Aujourd'hui, c'est combien? Voilà, nous étions en 16 équipes à la première édition. 16. Voilà. Okay. La deuxième, on était à 24. D'accord. Et cette édition, nous sommes en 32. 32. Voilà. Pratiquement comme la Coupe du Monde. Pratiquement comme la Coupe du Monde. Waouh. C'est ça. D'accord. On va dire qu'au niveau de l'intérêt des équipes, c'est beaucoup. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, nous avons plus que le nombre d'équipes que nous voulons pour l'année prochaine, ce qui fait qu'on va changer un peu le format de la compétition. Ça peut aller à 40 Non, 42, on n'ira pas là. 36. Je pense plutôt qu'on va ramener à 24. À 24, vous allez resserrer. Voilà, pour être beaucoup plus, pour garder beaucoup plus la qualité. D'accord. Et non la quantité, ce qui va nous permettre de jouer d'abord une présélection pour les équipes qui vont participer à la compétition. Donc les 16 équipes qui étaient qualifiées pour les 8e de cette année sont qualifiées d'office pour participer à l'édition prochaine. D'accord. Il ne restera que 8 places que nous mettons en jeu et ces 8 places se joueront avec des tours préliminaires. D'accord. Par rapport aux équipes participantes, l'inscription est gratuite ou c'est soumise à quelque chose pour l'événement? Si, la participation elle est payante. Vous payez 35 000 francs et vous avez un ballon de la compétition et voilà, d'autres gadgets qui vous permettent de venir et puis vous échauffer par exemple et préparer votre match. Et on va revenir maintenant sur la compétition elle-même. Aujourd'hui, quand on voit la série des matchs qui s'enchaînent, mais vous avez une particularité, c'est que vous ne jouez pas tous les matchs tous les week-ends. C'est-à-dire vous organisez à ce que voilà, il y ait un peu on pourra dire de coupure, vous reprenez. Comment vous organisez tout ça? Oui, en fait, normalement au niveau des coupures, c'est par rapport au calendrier scolaire. Voilà. Parce que nous jouons dans un établissement scolaire. Donc avant les week-ends d'avant examen, nous ne jouons pas. Pour permettre aux élèves qui viennent réviser dans l'enceinte de l'école de pouvoir le faire posément. Et c'est à des moments clés, par exemple après la phase de poule, on fait une pause et souvent ça tombe sur un examen. De même qu'après les 8e de finale, on essaie de bien voir le calendrier pour que ça tombe sur ces périodes. Et c'est ça qui fait les temps creux entre les jours de match, qui sont les samedis et les dimanches. Et tout ça entremêlé, vous arrivez quand même à respecter début et la fin du calendrier pour ne pas empiéter. C'est ça. Ça aussi, c'est de la maestrie, parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est ça, parce que l'idée générale est de finir le tournoi avant que les joueurs de première division ne retournent aux entraînements pour préparer la saison régulière du football de première division. Ça veut dire que vous regardez un peu tout ce qu'il se passe autour de la fédération de foot et tout, pour ne pas être surpris. Bien sûr. Et vous êtes bien entouré, pas des collaborateurs. Bien sûr. D'accord. On va suivre votre réaction à la fin de la compétition de 4 mois. Vous êtes un homme heureux, au micro de SOS Docteur TV. Vous avez livré vos impressions grâce à la collaboration de Fernand et de Sylvain. On va suivre justement cette interview. Je pense que cette 3e édition est une réussite. Sans langue de bois, ça a été une parfaite réussite parce que nous avons commencé il y a 4 mois et malgré tout, nous avons pu atteindre 2 objectifs. Le premier est de rassembler le maximum de personnes autour du football chaque week-end, samedi et dimanche, dans l'enceinte du lycée Solidarité. Et le deuxième objectif était d'organiser un tournoi de football petit poteau sans incident. Parce que souvent, le petit poteau est considéré comme le football de rue. Et ça ne se termine jamais. On ne joue jamais la finale parce qu'il y a toujours des bagarres. Donc, à cette question, nous avons ajouté la VAR, ce qui a permis à ce qu'il y a de l'équité pendant toutes les rencontres. Et ce qui fait qu'on a pu terminer. Donc, un tournoi qui a commencé jusqu'à la fin, je pense que c'est un tournoi réussi. Avant de se projeter pour la 4e édition, déjà, il y a la soirée des récompenses que nous organisons dans une semaine. Et après, il y a des petites choses à régler. Bien sûr, on a vu qu'aujourd'hui, avec le monde qui est sorti, on n'a pas pu contenir tout le monde. Donc, on va réfléchir à un terrain sur lequel on peut accueillir plus de supporters à l'avenir. Je pense que c'est l'un de nos plus grands challenges à l'avenir pour la 4e édition.
a suivi avec intérêt tout ce que vous avez dit. On vous voit pas très fatigué, hein, apparemment. Ça va, vous gérez tout ça. Non, ouais, ça va. Et ce mercredi, j'ai pas fini, donc on peut pas, il n'y a pas la place à la fatigue. D'accord. On va parler de cette originalité également du tournoi foot Petit Poteau Zemos. C'est que comment vous faites pour voilà, arrimer en même temps les présences des stars de la musique avec le football et la jeunesse. Quel est l'intérêt selon vous? Oui, on va pour dire parler que du contour de l'organisation de cet événement. c'est ça. On sait que souvent le football et la musique vont presque de pair. Ouais. Et c'est comme la carte SIM et le portable. voilà. Donc il y a rarement l'un sans l'autre. Oui. Donc on a essayé de meubler les mi-temps, qu'on appelle les mi-temps chauds, avec la présence de certains artistes que les jeunes aiment. Et aussi, pour bien sûr promouvoir ces artistes, souvent, nous on commence avec les artistes du quartier, les artistes underground qui veulent... Pour vous, c'est important? C'est très important. Les artistes du quartier? C'est hyper important. C'est hyper important parce que ceux qui sont confirmés sont déjà dans le métier. Et ceux qui veulent aussi se faire un nom, c'est le lieu de commencer parce qu'on rassemble en moyenne 1500 à 2000 personnes chaque week-end là-bas à Token Solidarité. Donc, on donne l'opportunité à ces artistes-là de venir prester. Et à la finale, on essaie d'apporter maintenant des artistes confirmés. On ne veut pas tourner le tournoi à un lieu de concert, bien sûr. Ça, donc, c'est pourquoi on ne communique pas vraiment dessus. On braque pas le projecteur sur les artistes qui viennent, mais plutôt sur le jeu qui se déroule parce que c'est ça, c'est ce qui rassemble les gens. Et après, pour les chansons, c'est pour les divertir et apporter un plus dans la chose. Exactement, histoire de se déstresser un temps soit peu. Délaïté, la dernière fois, vous avez vu des matchs intéressants, le niveau du jeu, le fair play, tout ça là réuni? Oui, si en écoutant le promoteur, il a dit le second objectif est de garantir la sécurité pour les supporters et en plus pour les joueurs. L'autre fois, j'ai vu une organisation parfaite. Si vous fouillez un peu, il y a aussi des transferts qui s'opèrent qui s'opèrent durant toute la compétition. Il y a la VAR qui permet d'identifier certaines lacunes. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un coup réussi, un coup réussi pour ces organisateurs qui ont essayé d'attirer des hautes personnalités pour venir aider cette jeunesse-là. Ça permet aussi à ces jeunes-là de se familiariser un peu avec ces hautes personnalités qui n'arrivaient même pas à discuter avec eux par le passé. Donc, je crois que c'est une initiative qu'on doit encourager, on doit booster pour que en 2025 ou 2027, que ça soit une fête, une fête qui rassemble pas uniquement les équipes de Lomé, mais de l'intérieur. Pourquoi pas? Oui, c'est une idée que vous jetez en tout cas au promoteur et à toute son équipe. Vous reconnaissez que vous avez des collaborateurs vraiment qui vous aident dans la réussite de cet événement? Bien sûr, bien sûr. On peut jamais le faire seul. On peut jamais le faire seul. On a eu à demander de l'aide et qui nous a été accordée par des institutions et même par le grand frère du groupe Toufan Mastadias qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir moralement, de venir assister au match et par son influence, nous permettre de rassembler la foule et de transmettre ce football que nous voulons promouvoir à tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est un franc succès grâce à toutes ces personnes et toutes ces institutions. Sans langue de bois, on va parler de ce qui revient souvent aux équipes participantes, aux vainqueurs, finalistes et autres, parce qu'après tout, c'est une compétition entre guillemets en jeu. Bien sûr. On voulait savoir un peu plus, Hubert. Bien sûr. Au niveau de la cagnotte, il y a beaucoup de prix et pour ne pas dire chacun aura sa part ou bien chacun a eu sa part parce que dès le début de la compétition, il y a les lots de ballons qui ont été distribués à toutes les équipes. Et maintenant, pour le bouquet final, oui. nous primons le meilleur joueur de la compétition.
qui part avec un trophée qui est le Ballon d'Or qu'on remet à la soirée des récompenses et une enveloppe de 150 000. Nous primons le meilleur buteur qui part avec son trophée et 75 000. Nous primons aussi le meilleur cagiste qui part avec une enveloppe de 30 000. Nous primons plutôt le plus beau but. Le plus beau but du tournoi. Le plus beau but du tournoi. Intéressant. Voilà. Et nous primons le meilleur supporter du tournoi. Ah bon? Comment ça se fait ça? Ça, c'est le public qui vote après, qui désigne le meilleur supporter. Donc, soit le supporter ou bien le groupe de supporters. Voilà, ils repartent avec une enveloppe de 50 000 francs CFA. Mais déjà, c'est pas mauvais. Donc, ça c'est pas mauvais. La partie des individualités. D'accord. Donc, ensuite, à côté de ça, il y a le finaliste malheureux. D'abord, il y a le 3e et le 4e qui partent avec 50 000 francs chacun. Parce qu'on ne joue pas de 3e place. Mais dès que tu es qualifié pour la demi-finale, tu as cette enveloppe de 50 000 francs. Et le finaliste malheureux part avec une enveloppe de 400 000. D'accord. Et le vainqueur, voilà, à part la coupe et les médailles, etc., part avec 2 millions. Mais les 2 millions, l'équipe ne prend pas tous les 2 millions. L'équipe prend 1 500 000 en cash. Et les 500 000 francs sont pour un projet social, pour un établissement scolaire. Pour cette année, c'est le lycée Solidarité, le lycée dans lequel nous jouons la compétition, qui a été choisi par l'équipe victorieuse pour qu'on puisse y faire l'action sociale. Et ce sera des dons de table-banc avec l'initiale don du tournoi Zemos par l'équipe victorieuse et des cahiers et des bics pour les élèves brillants mais qui manquent de moyens. Intéressant. Ça me pousserait à poser cette question, mais je ne sais pas si pour 2024, vous avez lié un thème à la compétition ou bien... Bon, honnêtement, on n'en a pas parlé. Parce qu'à la base, on voulait parler de football et activités génératrices de revenus. C'était le thème au départ, mais en toute honnêteté, on n'a pas eu l'occasion de rentrer là-dedans avec les supporters. Donc, je dirais que c'est ce n'est que partie remise. On va essayer d'aborder ces sujets-là plus tard. On a aujourd'hui une plateforme de 16 000 personnes sur Facebook et ne serait-ce que sur WhatsApp, on a 3 700 personnes qui sont dans notre chaîne et dans le groupe WhatsApp qui est plein. Il n'y a pas de place pour rentrer. Il y a 1025 personnes parce qu'on ne peut plus prendre des gens. Donc, je pense que ce tournoi a permis de rassembler des gens dans une communauté et à travers cette communauté, nous pouvons faire beaucoup d'autres choses, aborder beaucoup d'autres thèmes qui n'est pas que footballistique, aborder les sujets sociaux, entrepreneurial avec ces personnes pour que chacun des personnes qui ont déjà suivi le tournoi Zemos puisse gagner quelque chose que à part le football. Donc on a beaucoup de projets à côté de ce tournoi de football. Beaucoup de projets au bénéfice de la jeunesse. Bien sûr. Ça c'est vraiment important pour le souligner. Avant de parler des perspectives 2025, quand on revient un peu encore sur cette compétition, mine de rien, vous l'avez dit, ça reste à Lomé pour le moment. Pour vous, il va falloir l'étaler vers... tout doucement vers d'autres régions. J'insiste là-dessus parce qu'il y a de ces compétitions-là qui s'organisent aussi à l'intérieur du pays. Pourquoi pas faire appel à des équipes, par exemple, de la préfecture de Lac, de Tchéviers, par exemple. Il y avait déjà... Il y a des équipes de Tchéviers qui étaient là cette année. Qui viennent donc c'est déjà un grand pas. Actuellement, on étudie plutôt la possibilité d'accepter les équipes qui veulent venir de Sokodé pour la prochaine édition. Mais on doit vraiment s'y préparer. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir le permettre de venir. Et puis, il y a un petit écart au niveau des récompenses. Le vainqueur prend 1 million, bref 2 millions, mais l'équipe finaliste prend 400 000, il y a un grand écart. Vous n'êtes pas d'accord? En fait, honnêtement, c'est à partir d'un constat. Vous savez, la première édition, toutes les équipes qui étaient qualifiées pour les demi-finales avaient 50 000 francs. Et le match de la 3e place, le premier prenait 75 000 et le deuxième prenait, celui qui aura perdu, prenait 50 000. Donc, l'enjeu était de 25 000 francs. Et on a vu que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Il n'y avait pas de jeu. Déjà, les joueurs qui étaient venus, c'était comme les remplaçants qui étaient venus jouer parce que, ce n'est que pour 25 000 francs. Donc, il n'y avait pas la hargne de vouloir gagner forcément. Donc, c'est pourquoi on s'était dit à la base que à nos compétitions, le deuxième toucherait
le quart de ce que prendrait le premier. Ok, histoire d'avoir une autre forme de motivation pour la finale. Vous êtes malin, hein? Et aussi pour aborder dans le sens de nos orientations, on va jouer rapidement une petite super coupe avec un tournoi de petits poteaux qui s'organise au Bénin. Oui. Et eux, ils ont eu leur apothéose il y a 2 semaines. Donc, ils vont faire leur équipe type qui viendra ici jouer contre notre équipe type et nous irons également là-bas pour y jouer. On rappelle que pour cette finale-là, c'est la formation de Maonigan FC qui au tir au but s'est imposé 3-2 face à l'AS Masta Bulder. Qui était à sa 2e finale consécutive qu'elle perd. Et 2 finales perdues. Oui. Ouh là là. Espérons que la 3e ne soit pas de même. Bonne, on va terminer cette discussion avec vous avant que vous ne remerciez ceux qui vous ont accompagnés. La perspective 2025, c'est dans quelques mois. Oui. Sinon dans quelques jours. Oui. Parce que dans un premier temps, nous allons finir cette édition avec la soirée des récompenses. D'accord. Que je ne sais pas si vous avez l'information. C'est quand? Je vous le donne en scoop. Allons-y. Que nous allons greffer sur la soirée du mérite sportif le 7 septembre à la Blue Zone de Kakaveli. Donc, on a compris. Vous l'avez en exclusivité. Très bien, très bien. Nous allons greffer cette soirée sur votre soirée. Et au cours de cette soirée, nous allons essayer de lancer officiellement la prochaine édition. Puis, comme je vous le disais, on va devoir jouer, même si la compétition va commencer en juin 2025, nous allons jouer une phase préliminaire pour pouvoir répondre à la demande de participation auquel nous faisons face actuellement pour permettre aux équipes qui veulent participer de se qualifier pour cette grande compétition. Vous avez un mot à l'endroit des personnalités, des personnes qui vous ont vraiment soutenu? Bien sûr, je commencerai par... Vous allez regarder dans la caméra. Voilà, je commencerai par le professeur Michel Kodom de SOS TV qui a répondu pour la 2e fois consécutive à notre appel de venir assister à la finale et s'est prêté au jeu pour décerner les médailles aux vainqueurs. Ensuite, à la structure BKG Speed qui nous a accompagnés cette année et bien sûr à Move Africa, à l'entreprise Premier Bet, à Swissco qui nous a également accompagnés et surtout à tout le staff qui était derrière moi. Le professeur Michel Kodom, qui remettait les médailles d'or. De Master-Just, on va chez Emmanuel Adebayor bien sûr. Chez Emmanuel Adebayor et tous les autres, à qui on a décerné, dont le trophée de cette année porte le nom. Donc c'était le trophée chez Emmanuel Adebayor qui a humblement accepté d'assister à la finale et de prêter son nom pour cette récompense. Ça nous dit à quel point il aime le football et la jeunesse. Donc je passe par ce canal pour le remercier et toute mon équipe qui était derrière pour que cette édition soit une réalité. Ça a été vraiment un plaisir. Hein. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. Et suffisamment de succès pour la suite. Nous, on sera là en tout cas pour vous accompagner. Et voilà, c'est notre compatriote qui le fait. Hein. Il est très bon. L'esprit patriotique doit primer. Merci beaucoup Hubert Apallo. Merci beaucoup. On se dit à très vite, à tout moment, pour parler sport avec vous. Bien sûr, je suis là. Vous êtes là. Merci beaucoup. On continue cette émission. On va aborder la 2e fenêtre qui va parler rapidement de la première division de foot féminin. Avec Fernand, on pourra regarder le graphique, oui, justement, de cette compétition-là. La J7, je pense que c'est la 7e journée, voilà. Avec, cette équipe-là, avec mercredi, on a 2 matchs. Winner Girls face à Atleta FC. La Barracuda qui croise la SOTR, mais puis dans la poule B, on aura les duels Doumbé, Koroki, Unisport, AS Tambo. Le match se joue également jeudi et puis vendredi. Voilà ce qu'on peut retenir pour cette 7e journée de la première division de football féminin. On a terminé. Vous voulez placer un mot avant de passer au club togolais pour les coupes interclubs? Oh non, Winner Girls avec Atleta. Atleta qui a enregistré sa toute première victoire depuis. Oui, Bakpako Sévérin qui est venu en tant que sapeur-pompier parce que le club traversait une
une période difficile depuis le début de ce championnat. Voilà. Mais face à Wina Girls, on va s'attendre à une rencontre qui sera ouverte pour les deux équipes. Wina Girls qui fait tout et pour tout pour marquer les points à domicile, va essayer tout simplement d'armer ou bien de déjouer les pronostics de Atleta qui est un peu mourante depuis quelques journées. Mais attention, Atleta peut se réveiller. Quand Atleta va se réveiller, c'est l'Ontien qui va trembler. Mais on attend de voir. On attend de voir. Oui, et puis rappelez également qu'il y a un derby de la capitale entre l'AC Barracuda et puis l'AS OTR. Le match a lieu au stade d'Ablogame. Vous pouvez faire le déplacement pour le regarder. On va désormais ouvrir la fenêtre des coupes interclubs sur le continent avec d'abord le déplacement d'Asco sur la pelouse du Deportivo Mongomo de l'Haïti d'abord avant de retrouver EDM sur cette sortie bien sûr de l'Asco en revenant à 2-2. Quelle analyse vous faites justement de ce résultat? J'étais un peu surpris par le résultat d'Asco de Cara, parce que si vous faites un petit tour sur les pages du club guinéen, vous allez voir comment ils se sont mobilisés, l'ambiance au niveau du terrain, après en dehors du terrain, les dirigeants et autres. Mais Asco de Cara a su garder sa position de champion, malgré qu'ils se sont menés 2 fois de suite. Les Condors ont réussi à revenir au score de 2 buts par jour. C'est un résultat positif pour les Condors, d'autant plus que le 2 buts marqués à l'extérieur comptera sûrement lors de la manche retour à Lomé. Oui. Donc ils feront nécessairement le job à domicile. Mais il y a un aspect, si l'équipe de la Guinée équatoriale a su marquer 2 buts, et Asco aussi a pu marquer 2 buts, il faut savoir qu'il y a un problème au niveau de la défense des deux équipes. Oui. Et à Lomé, les deux équipes peuvent rééditer encore cet exploit-là. Donc, attention à Asco de Cara, mais croyant sur les dirigeants ou bien le patron du staff technique, le César Amani Lambert, je crois qu'il a déjà identifié ces débris-là, ce qui a manqué au niveau de la défense. Il va les corriger dans ces 4 ou bien 3 jours-là, afin que dimanche soit un jour de fête pour les Condors. Vous le dites si bien, la fête pour les Condors, la réjouissance, mais avant, il faut arriver à faire mieux que le match aller. Edem Bolor, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Angelo, salut sportif à toutes et à tous. Vous vous sentez très bien? Très bien. Ah oui, on parlait tout à l'heure de la sortie d'Asco, revenu avec un match nul de 2 partout. Oui, vous avez eu des jours pour réanalyser cette performance, mais ce résultat-là. Que dites-vous là-dessus? Bon, bien avant, je pense qu'on doit faire une petite équipe de Club Sport Santé. Oui, pour la prochaine édition du tournoi. C'est bon, ça c'est intéressant. Parce qu'on a un bon cagiste, un bon attaquant, un bon défenseur. Il suffit d'ajouter encore un bon milieu de terrain. D'accord, on va en trouver. Oui, 1 500 000, c'est beaucoup. Comptez sur nous. C'était une petite parenthèse. Félicitations aux organisateurs du tournoi Zemo, surtout au promoteur Hubert Mozo Apalo. Bon, pour revenir sur le sujet, je crois que débuter cette campagne africaine à l'extérieur, c'est d'abord un point positif pour Asco de Cara, parce que jouer le match aller à l'extérieur puis recevoir pour le compte de la manche retour, ça pèse énormément dans la balance. Maintenant, au niveau du score, c'est un résultat nul, 2 buts partout. Je salue d'abord la réaction de Asco de Cara. À chaque fois qu'on leur match, ils arrivent quand même à égaliser. De 1 jusqu'aux derniers instants, ils ont réussi quand même à mettre ce deuxième but égalisateur à la 90e minute de jeu. Donc, sur ce point, il faut les féliciter. Vous savez qu'au niveau de la CAF, on n'a pas encore supprimé le but de l'extérieur. Ça pèse énormément. Mais je rejoins de là, si CD Mongomo a pu marquer 2 buts à domicile, ce n'est pas exclu que Mongomo puisse encore marquer à Kégué. Je crois qu'au niveau de Asco de Cara, il faut être très prudent par rapport à ce match retour. Certes, ce score de 2-2, les avantages sur un côté, mais bon,
il ne faut pas jouer en se disant qu'on a déjà un avantage au match aller. Écoutez, il faut tout donner. Voilà, il faut tout donner. Jouer comme si on était à 0-0. Il faudrait forcément une victoire pour se qualifier pour le deuxième tour. Si on joue ce match retour dimanche prochain à Kégué en se disant, bon, nous avons déjà marqué 2 buts à l'extérieur. Écoutez, un but à Sassé dans des dernières secondes. Et puis, c'est difficile. Donc, pour moi, j'ai un peu confiance quand même en l'équipe d'Asco de Kara. Vous prenez leur président, l'honorable Menya Singbe, il a bien martelé. Il n'y aura plus d'excuses pour Asco de Kara pour l'édition 2024-2025 de la Ligue africaine des champions. Donc, si déjà au sommet, on se dit qu'il n'y a plus d'excuses, c'est qu'on se dit on a énormément appris après plusieurs participations. Et cette année, il faut confirmer en décrochant un billet pour la phase de poule. Bon, le plus important, c'est de passer d'abord l'étape de Mongomo et après on verra entre Red Star et puis Joliba, c'est du Mali. Vous le dites si bien, avant de parler tout à l'heure de la SCK, on a vu que les buteurs, c'est Denis Abalo et puis Jérôme Aziangui. Oui. Parlons de l'effectif d'Asco. Quand vous voyez justement ce groupe-là, concernant Mongomo, avant de parler de la manche retour, cette équipe-là, sur la durée, ça peut le faire? Non, ce n'est pas un effectif bling-bling. Ce n'est pas un effectif ISL de Asco de Kara. Écoutez, si on fait le comparatif avec les effectifs utilisés par Asco de Kara depuis qu'elle participe à ces campagnes africaines, je pense que cette année, ce n'est pas trop ça. Écoutez, une année, on a eu des top joueurs venus, même si c'est pas des joueurs de grand niveau, mais c'est des joueurs venus de l'extérieur, du Mali, du Sénégal, parfois même du Libéria. On se rappelle de Terry Sakor. Exactement. Mais cette année, on s'est beaucoup plus basé au plan local. On a recruté des joueurs de l'SOTR, des joueurs de Espoir de Zio. Et puis, je pense qu'il y a un seul défenseur de Medeama Sporting Club qui est arrivé en prêt. Bon, l'âge aussi, c'est pas ça. La moyenne d'âge, je pense, 25-26. Pour vous, c'est un peu élevé? C'est un peu élevé. Moi, je dis au comité exécutif ou bien au bureau exécutif d'Asco de Kara, il faut changer de projet. Il faut construire un autre projet. Vous voulez les voir plus jeunes? Oui, plus jeunes, sur 5 ans. D'abord, mettre en place un centre de formation de Asco de Kara, prendre des joueurs de 15-16 ans, les intégrer petit à petit, ce que FSA fait aujourd'hui avec CDF Akounou, et puis on voit cette équipe-là, elle est là depuis 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, c'est une équipe qui nous montre assez de choses intéressantes. Le bonus, c'est qu'ils sont arrivés aujourd'hui en première division. Donc, il faut aussi un tel projet au niveau de Asco de Kara sur 5 ans, sur 6 ans. On va continuer pas aller sur le continent, mais on va se dire dans 5 ans, dans 6 ans, on aura une équipe qui va se familiariser. Un peu comme l'a fait la SEC Mimosa à une certaine époque. Justement, et je pense qu'avec ça, on aura une forte équipe d'Asco de Kara dans les années à venir. En tout cas, vous le dites si bien, et les dirigeants nous suivent très souvent. C'est important d'avoir ce projet des jeunes joueurs. Oui, mon cher Dela? Oui, il faut saluer le travail qu'a effectué le coach d'Asco de Kara. À quel niveau, selon vous? Oui, et si vous voyez un peu des capsules du match face aux équipes, à l'équipe guinéenne, et j'ai constaté que Asco de Kara avait vendangé plusieurs occasions. Asco de Kara pouvait revenir à Lomé avec 4-2 ou bien 5-2, oui, parce que les attaquants avaient manqué même les face-à-face, face aux gardiens adverses. Donc, Edem a touché du doigt un aspect que les joueurs ne se sentent déjà au tour suivant avec ce score-là. Ne pas piquer la grosse tête. Non, c'est aujourd'hui le travail d'un psychologue. Un psychologue doit rappeler à ces joueurs-là, tiens messieurs, le plus dur va se faire à Lomé. Il faut oublier rapidement ce score-là et faire le job à domicile. Donc, les joueurs d'Asco de Kara, ils sont grands. Ce sont des grandes personnes et ils sont des professionnels aussi. Ils sauront ce qu'ils doivent faire le dimanche prochain pour passer cette étape-là. Moi, cette équipe-là n'est pas une grande équipe que Asco de Kara ne peut pas battre. Il fallait s'appuyer sur certaines individualités, des consignes. Asco de Kara peut passer. Ah oui, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui, pour rappel, l'honorable Menya Singbe a déclaré comme quoi l'entrée au stade de Kégué est libre et gratuite. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui,
Oui, amener les supporters à venir supporter cette équipe. Asco n'est pas de Kara, mais du Togo. Oui, du Togo. Oui, de venir supporter cette formation des Condona. Le message, il est clair. Oui. On va enchaîner avec la SCK. Oui, la dernière fois, nous étions tous au stade de Kégué pour voir la prestation justement des chauffeurs de la COSA. Là aussi, la SCK a mené, rattrapé, mené et fini avec match de 2. Mauvais résultat ou on le prend avec une certaine hauteur? Mauvais résultat, excès de confiance pour les joueurs d'ASK. Ils se disent, hein, tiens, on peut battre ces Nigériens là. Et dès le début de la rencontre, ils ont attaqué l'équipe nigérienne. Ils l'ont obligé à se recroqueviller dans leur base, histoire d'ouvrir le score. Mais il faut signaler que l'équipe d'ASK bute à chaque fois sur un bloc, un rouleau défensif nigérien qui se regroupe très rapidement, et ce qui a permis au coach de l'ASFAN de déceler tout rapidement les faiblesses de cette formation d'ASK qui n'arrivait pas dans les derniers gestes à garder les balles dans leurs pieds, ce qui a permis au coach d'ouvrir un tout petit peu le jeu, la vanne, histoire de mettre en difficulté cette formation des chauffeurs. Malgré l'avantage au score, cette formation nigérienne a continué toujours à y croire. Et tiens, le penalty est venu, ils ont égalisé. Mais au retour des citrons, les deux formations se sont lancées dans un rond d'observation. Mais ASK est revenu encore par l'entremise d'un penalty. Mais ils ne se sont pas désarmés. Pas du tout. Ces Nigériens là, ils ont poussé parce que les chauffeurs aussi ont abandonné le jeu au profit de ces Nigériens là, et ils ont profité suite à un bévu, et tout simplement ils ont égalisé. Je crois que c'est un mauvais résultat pour ASK. L'entraîneur Jonas Kokou l'avait dit en conférence de presse. Il va falloir qu'il sorte des grands artilleries le dimanche prochain pour venir à bout de cette formation nigérienne. Si l'ASFAN a marqué 2 buts à Lomé, je crois. Elle peut également marquer. Oui, donc tout est ouvert. Attention à ces équipes-là qui vont se voir déjà trop belles. En tout cas, cette équipe de la SCK se tire une balle dans les pieds. Je voudrais répondre par l'affirmatif parce que on est dans un match de football, mais il faut dire que faire un résultat nul de 2 buts partout à domicile pour démarrer cette campagne de la Coupe CAF, je voudrais rejoindre de là que c'est un mauvais résultat, sans langue de bois. C'est un résultat qui n'avantage pas les chauffeurs de la COSA parce qu'au retour, il faut tout donner pour gagner. Maintenant, sur ce match, Dele est revenu sur beaucoup de choses. D'abord, moi, ce que je peux relever, c'est d'abord quand vous jouez un match avec la présence d'un entraîneur, un match sans la présence d'un entraîneur, il y a une différence. Pour vous, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, la dernière fois, je pense que Jonas Kokou, comme a manqué énormément à cette équipe, même si au niveau d'être béni, donner des consignes à celui qui était sur le banc, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a aussi cet aspect qu'il faut relever. On espère qu'au retour, il pourra s'asseoir sur le banc et donner des consignes, replacer son équipe dans les moments de difficulté. Mais je pense que sur ce match aller à Lomé, il y avait de la place pour gagner. Ça a été des erreurs de placement, ainsi de suite. Manque de concentration. Pour moi, c'est l'équipe normalement qui est aujourd'hui la plus équilibrée entre ASCO et puis ASK. C'est l'équipe qui est la plus équilibrée parce que l'effectif n'a pas trop bougé. À part le départ d'Abdou Razak. Oui, il n'y a que 3 nouvelles arrivées. On parle de comme Laviano, de Nan Richard qui est de retour, et puis de Souza Savant. L'équipe est restée, ça veut dire que forcément c'est des joueurs qui ont disputé 30 journées ensemble, qui ont joué beaucoup de matchs au niveau de la Coupe de l'Indépendance, beaucoup de matchs au niveau de la Coupe du Togo. Donc normalement ça doit passer, mais on ne sent pas ce qui se passe. Bon,
À la fin, il y a aussi des indices. Je pense que le Niger ne réussit pas trop pour Jonas Kokou-Kombla aussi. Oui, on se rappelle de l'élimination du Togo pour les éliminatoires du Chan. Voilà, on se rappelle très bien, c'était à Cotonou, Bénin. Oui. Bon, ça reste un match de football. N'est-ce pas? Nous, on analyse en disant que c'est un mauvais résultat. Oui. Mais peut-être. Mais il y a un manche retour. Oui, mais peut-être au niveau des chauffeurs, ce résultat peut être galvanisateur pour eux, pour se dire bon, on a fléchi à domicile au retour, il faut tout donner à 200% pour renverser cette équipe nigérienne de l'ASFAN. Oui. Bon, c'est tout notre souhait. On espère que SK va passer ce tour et aller affronter le Mont Ivoirien, la SEC Mimosa. Exactement. Un petit mot sur Nan Richard qui était titulaire et a joué pratiquement 80 minutes. Comment avez-vous vu sa prestation? Je n'ai pas vu un grand joueur. Ce n'est pas le Nan Richard qu'on connaissait avec la SK il y a 3 ou 4 saisons. Oui. Nan qui portait cette équipe dans les moments difficiles. Il faut comprendre qu'il passe aussi des moments compliqués. Parce que quand vous allez à l'extérieur, vous signez avec un grand club comme Haifia, vous n'arrivez pas à vous imposer votre contrat fini, on n'arrive pas à vous renouveler psychologiquement, on est abattu. Exactement. Vous revenez au pays, il y a des discours de gauche à droite, on va se dire, bon tiens, il fait tout ça au pays, mais il est parti, il n'est pas arrivé à s'imposer. Donc je pense que ce n'est pas un grand Nan Richard qu'on a retrouvé la dernière fois. Maintenant, il faut que le staff technique fasse un travail avec lui pour se dire, ce n'est pas la fin du monde. Lui donner des exemples. Regarde Wamed Dové, il a joué dans de grands clubs, mais il est revenu au pays se relancer avec Asko de Kara. Il faut te dire que ce n'est pas la fin du monde. Il faut bosser, il faut te donner à 100% avec ASK. Il y aura encore de nouvelles portes pour signer à l'extérieur. Oui. Donc, je pense que c'est le discours aujourd'hui de Jonas Kokou-Kombla pour qu'on ait un grand Nan Richard sur les prochains matchs de l'ASK. On rappelle que c'est un international. Hein. Il était au Chan avec Jean-Paul Abalo-Dossey et puis tous les autres, Oro Agoro Ismaël ou encore Marouf Tchakei. Voilà, c'était cette génération-là. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, messieurs, pour vos éclairages bien épurés. Delaïté, merci beaucoup. Non, c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt, oui, je vais devoir saluer certains inconditionnels. 10 secondes. Oscar et même à chaque fois qu'ils suivent cette émission, donc on le dit, un coucou spécial. Merci pour leur fidélité. Oui. Edem, merci également d'être passé. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de Club Sport Santé. Merci infiniment. Merci également à Fernand, à Sylvain, à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés, sans oublier Patrick également. On se dit oui, dans quelques jours pour nous retrouver pour un autre format de l'actualité sportive. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.